C'est la seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, eh bien, je vous la présente très rapidement. Patricia Lémonière, grand reporter, j'allais dire au service monde, grand reporter à TF1, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, auteur d'un blog, La liberté d'expression. Et puis avec nous, Alberto Toscano, correspondant à Paris pour Italia Oggi. La Turquie, vous le savez, a été frappée mercredi soir par un attentat à Ankara qui a fait 28 morts et plus de 80 blessés. Eh bien, cet attentat a été revendiqué ce soir par une organisation kurde dissidente du PKK, les Faucons de la liberté du Kurdistan. Je vous propose ensuite d'écouter le président français François Hollande qui répond ce soir aux questions de nos confrères de France Inter. François Hollande qui est revenu sur la tension entre la Russie et la Turquie. On va en reparler dans un instant. Le chef de l'État français qui parle d'un risque de guerre. Là, il y a un risque de guerre. Et c'est pourquoi le Conseil de sécurité se réunit, en tout cas au niveau de ses représentants en ce moment. Vous croyez un risque de guerre entre la Turquie et la Russie? Enfin, qui ne sera pas une guerre directe, mais qui peut être une guerre indirecte. Quand il y a des avions qui bombardent les mêmes populations dans le nord de la Syrie, il faut tout faire pour éviter cette escalade. Patricia Lémonière, l'escalade pourrait commencer par une intervention peut-être terrestre de la Turquie en Syrie pour combattre justement les Kurdes. C'est là où il y a un risque majeur. Alors mardi, effectivement, l'ont répété en fin de semaine, les autorités turques ont dit qu'elles souhaitaient effectivement ou qu'elles menaçaient d'intervenir dans le nord de la Syrie, dans cette partie où on trouve le YPG, le bras armé de l'organisation des Kurdes de Syrie. La Turquie a deux logiques. Elle a sa logique intérieure, qui est effectivement son combat contre ces Kurdes. Et elle a une autre logique qui est de faire partie de la coalition et donc du combat contre Daesh ou le groupe de l'État islamique. Et ces deux logiques sont pratiquement aujourd'hui très incompatibles. Enfin, elles sont incompatibles. Et parce que ces Kurdes de Syrie sont effectivement ceux qui se battent le mieux, qui résistent le mieux, avec l'aide de la coalition, aux assauts et aux poussées, disons, du groupe de l'État islamique. Donc la Turquie est prise dans cette espèce de dilemme. Alors, à savoir si elle va rentrer en Syrie, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'elle rentrera parce qu'elle sait très bien que la Russie ne laissera pas faire. D'abord, elle ne sait pas ce qui se passera sur le terrain parce qu'elle a quand même des combattants aguerris qui sont là. Donc elle ne sait pas, et ça ne sera pas une partie de plaisir. Et deuxièmement, Moscou, la Russie ne laissera absolument pas faire. Et les États-Unis, on a très bien vu, l'OTAN, autre partenaire qui soutient aussi ces Kurdes, et j'en finirai là, l'OTAN a très bien dit qu'il ne se laisserait pas entraîner dans un affrontement de cet ordre-là. Donc, si vous voulez, Ankara sait sa marge de manœuvre est très très limitée. Donc, je crois qu'on ne joue pas à se faire peur. Il y a toujours des risques de dérapage. Un autre avion qui est touché au sol, vous voyez, il y a des risques. Mais il n'y aura pas une volonté planifiée, même si Ankara cherche à mobiliser ses généraux, même si le gouvernement a tout fait pour réintroduire l'armée au sein du jeu. Je ne crois pas à une offensive planifiée, en ce moment en tout cas. Ziad Limam, cette revendication justement de ce groupe kurde dissident du PKK, ça va pousser encore plus, j'ai envie de dire, enfin en tout cas légitimer les bombardements de Recep Tayyip Erdogan contre les Kurdes, à la fois en Syrie et à la fois sur le territoire turc. Ce qui est difficile, parce que essayer de sortir un peu de l'ultra-présent là qui nous oppresse, c'est de voir quand même comment cette Turquie islamique, enfin AKP, a traité le problème kurde depuis qu'elle est là. Il y a eu la première phase qui a été une phase dure, puis une phase de discussion, alors semble-t-il plus ou moins factice, et puis on s'aperçoit que le réflexe autoritaire, qui est en fait le même chez les militaires, le même chez l'AKP, etc., qui est de lutter, quel que soit X, contre les Kurdes. Alors maintenant, il se trouve qu'ils en ont à leurs frontières, mais quand on regarde les Kurdes, c'est pas que cela. Il y a quand même 15% de la population turque qui est kurde. Il y a une profondeur stratégique des Kurdes, même s'ils sont divisés, ça va jusqu'en Irak, ça va en Syrie. Donc on comprend pas très bien finalement au bout d'un moment, enfin si on peut, mais quelle est la logique qui dirige la pensée turque sur cette question et jusqu'à quand ça va durer sans qu'on revienne à quelque chose de plus raisonnable, qui est de se dire que la Turquie n'est pas un pays monolithique, qu'il y a des minorités, qu'il y a une minorité kurde qui est ce qu'elle est et qui ne changera pas. Mais il y a la crainte des Turcs, en tout cas, de la création d'un État kurde, et surtout peut-être d'une seule et même entité, à la fois côté turc et à la fois côté syrien. Ça marche quand vous arrivez à vos objectifs, mais quand la guerre ne marche pas et que vos objectifs ne sont pas réalisés et que, in fine, vous vous retrouvez avec des Kurdes à votre frontière qui sont
en train de créer un no man's land sous leur direction, c'est que cette politique-là ne fonctionne pas. Et donc, il y a un moment ou un autre, il faut peut-être penser autrement. Alors, est-ce que ça viendra de ce parti-là, de ces gens-là? Et puis, moi, je ne connais pas la Turquie spécialement, mais le peu que j'en ai lu, c'est que je ne suis pas sûr que jusqu'à quand les militaires, qui sont la force un petit peu éteinte depuis les 15 ans d'AKP, jusqu'à quand les militaires vont accepter de se retrouver dans des situations qui les mettent en porte-à-faux ou qui les mettent en danger? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un pays qui est en extrême instabilité, contrairement à son apparence, et qui, économiquement, politiquement, sécuritairement, il y a des enquêtes partout quand même sur est-ce qu'ils ont été à un moment ou à un autre ce qu'on a appelé l'autoroute du djihad quand ils ont voulu dézinguer à Bachar, est-ce qu'ils n'ont pas d'une manière plus ou moins directe favorisé, etc. Donc il y a quand même un moment extrêmement difficile pour ce pays, et comme dans toute la région. Yvan Rioufol, pour reprendre les propos du chef de l'État tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de conflit généralisé? Parce qu'on voit de plus en plus d'acteurs sur ce théâtre de guerre syrien. Aujourd'hui, on parle peut-être d'une intervention terrestre de la Turquie, même si Patricia Lemonnier nous dit qu'elle n'y croit pas trop. En tout cas, la Turquie est de plus en plus impliquée aussi dans ce conflit, en tout cas militairement. Il y a eu un tournant cette semaine. Et, connaissant la prudence du président de la République, s'il ose employer ce mot de guerre, qu'il a en général... Qu'il a corrigé juste dans la deuxième phrase. Après, il a dit... C'est que cette menace existe. Et d'ailleurs, si cette menace devait advenir, il faudrait se demander dans quel camp serions-nous. Est-ce que nous serions du côté des Turcs? Est-ce que nous serions du côté des Russes? Je n'en sais rien. Car en fait, pas des Russes, là. Je n'en sais rien, parce que la position aujourd'hui, turque... pas les Russes, en tout cas. Oui, mais enfin bon, la position turque, pour l'instant, est d'une ambiguïté telle que la question peut se poser, car dans le fond, on avait cru comprendre que l'ennemi qui coalisait toutes les alliances était Daesh, et on se rend compte que, pour la Turquie en tout cas, l'ennemi n'est pas Daesh, et donc l'ennemi, ce sont les Kurdes. Or, les Kurdes, pour l'instant, on ne voit pas très bien, en tout cas, pourquoi ils mobiliseraient d'autres... D'abord, pourquoi ils mobiliseraient les Turcs eux-mêmes, alors que les Kurdes se trouvent en Syrie. Il n'y a pas, a priori, de menace territoriale. Et donc, je pense que cette ambiguïté-là est intrinsèque à ce régime dit islamiste modéré, et qu'il pose également question sur les relations qu'entretient maintenant la Turquie avec l'Union européenne, dont on parlait tout à l'heure, car l'Union européenne est également en négociation avec la Turquie pour essayer de faire en sorte que cette Turquie... Pardon ? De garder les migrants. De garder les migrants. Et donc, on voit bien que l'on donne... que l'on paye. Donc, on voit bien qu'on l'on donne également à la Turquie, cette Turquie très ambiguë, une sorte de pression, de moyens de chantage vis-à-vis de l'Europe également. Et donc, on peut imaginer que l'Europe, en état de faiblesse sur ce point de l'immigration, puisse l'être également à nouveau sur le point de savoir si elle doit s'allier avec les Russes ou avec les Syriens, etc. Donc, on voit que, moi, je pense que le rôle de la Turquie est un rôle, de la Turquie, est un rôle qui est parfaitement ambigu et dangereux à terme, en effet. Ouais. Oui, il faudrait Alberto Toscano. préciser une chose, les bombardements turcs sur le territoire syrien, contrôlés par les Kurdes, sont des bombardements d'artillerie. Oui. Il n'y a pas eu un seul avion turc qui a survolé jusqu'à présent l'espace aérien syrien, parce que les Russes ont dit qu'ils vont abattre tout avion turc qui survolait. Donc, je suis absolument d'accord avec les explications parfaites de Patricia qui ont été très claires. Je crois, moi non plus, qu'il y aura une intervention terrestre des Turcs. Certainement, Erdogan s'est mis dans une situation extrêmement compliquée. Il a joué la défaite de Assad, la rapide défaite de Assad, et aujourd'hui, il se trouve à ses frontières un bourbier impressionnant, et il ne peut pas intervenir directement, sauf que dans ces bombardements d'artillerie. Et les dangers, à mon avis, ce n'est pas un danger, parce que ça ne serait que justice, la naissance d'un État kurde. Parce que les peuples ont droit à des États. Face au problème palestinien, l'ONU et la communauté internationale disent que les Palestiniens ont droit à avoir une institution étatique, et pourquoi les Kurdes ne devraient pas avoir ce droit. Donc, face au danger pour Erdogan de la naissance d'une entité autonome des Kurdes en Syrie, la Turquie n'est pas à mesure d'intervenir directement, de l'empêcher, mais c'est la conséquence des choix que la Turquie elle-même a fait dans les dernières années en soufflant sur le feu de la crise syrienne. Un mot, Patricia. Moi, je dirais que une entité gêne quand elle veut que ça gêne la Turquie, parce qu'il y a l'entité du Kurdistan irakien autonome qui ne gêne pas du tout la Turquie. Elle peut complètement se faire et même avoir des relations très amicales avec les Kurdes, si les Kurdes conviennent, entre guillemets. Non, je crois que les Kurdes
de l'intérieur de la Turquie sont la variable d'ajustement de la politique intérieure turque. Et c'est en fonction des problèmes intérieurs qu'on ressort alors qu'on fait la paix, qu'on fait plus la paix, qu'on se sépare, qu'on se bombarde. Et ça a toujours été une variable d'ajustement et ça l'est encore aujourd'hui. Alors effectivement, ça a des conséquences parce qu'au sud, il y a des Kurdes qui poussent et on se sert là encore de ces Kurdes parce que la Turquie est dans un très mauvais état, comme on le disait, sur le plan intérieur. Il faut recoller les morceaux, essayer de refédérer la Turquie qui est en passe elle aussi. En jouant la carte nationaliste. Et là, une nouvelle fois. Et là, comment les Kurdes... Les Turcs, les Kurdes en Turquie, on les bombarde et aussi on fait de même au sud de la frontière. Allez, on va parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois mis en examen pour le financement illégal de sa campagne de 2012. C'est la seconde mise en examen de l'ancien chef de l'État après l'affaire des écoutes. Une mise en examen, on le rappelle, à 9 mois de la primaire à droite et à 15 mois de l'élection présidentielle. On écoute quelques réactions dans la classe politique française. Nicolas Sarkozy a laissé filer les déficits comme il a laissé filer les déficits de sa campagne. Il fait exactement la même chose quand ça touche sa campagne électorale que lorsqu'il dirigeait l'État français. Et donc je ne suis pas étonné qu'il ne se soit pas préoccupé de sa propre campagne. Moi, je ne veux pas voir mon pays ressembler à l'Italie de Berlusconi. Il y a un point commun fondamental, c'est que Silvio Berlusconi voulait revenir et d'ailleurs a réussi à revenir. C'est peut-être ce qui incite Nicolas Sarkozy à avoir un moral à toute épreuve. Nicolas Sarkozy ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles et qu'il en tire les conséquences complètes, qu'il s'en aille des Républicains ou alors qu'il nous dise « je ne suis pas candidat, mais je vais les organiser ». Globalement, depuis plusieurs années, il y a une forme d'acharnement. Qui a subi ce qu'a subi Nicolas Sarkozy? Là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, son compte de campagne avait été annulé avec des conséquences fortes, puisqu'il n'y a pas eu de financement public, je le relève. C'est d'ailleurs, rappelez-vous, la mobilisation des militants qui s'y étaient substitués. Et là, on continue. Alors que pour les autres, ça aurait été clos, là, on continue. Alberto Toscano, c'est un Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, comme le dit Nicolas Dupont-Aignan. Là, c'est vraiment de la politique politicienne qui laisse le temps qu'il trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça, c'est le niveau du débat politique en France et en Italie, parce que sur Berlusconi est italien. Mais franchement, je crois que là, il y a un problème évident. Toute personne mise en examen n'est pas pour ce fait coupable. Oui. La personne mise en examen est présumée innocente, est présumée coupable. En même temps, je m'étonne de voir que le leader du Parti socialiste et d'autres composantes, par exemple, des républicains qui s'opposent à Sarkozy, sont très prudents. Comme si les vrais ennemis de Sarkozy, c'était les autres leaders de son propre parti. Et les socialistes sont prudents parce qu'ils préfèrent presque de voir Sarkozy candidat à l'Élysée plutôt que Juppé, plutôt que Bruno Le Maire. J'ai lu quelque part un papier, je ne sais plus si c'est chez vous ou les voisins du Monde, où il disait, de toute façon, ça change quoi? Ceux qui détestent Sarkozy, ça ne change rien, ils le détesteront plus. Ceux qui l'idolâtrent ou qui sont les troupes des Républicains qui pensent que c'est le sauveur, ça ne changera absolument rien non plus. Ils penseront que c'est l'acharnement, enfin les trucs de Ciotti, etc. Ce qui va bouger, c'est les indécis du parti et les sympathisants de droite. Est-ce que ça, etc. Et malgré tout, si on fait que de la politique, des mises en examen, c'est pas bon. Parce que ça joue sur les indécis, et deuxièmement, parce que le calendrier n'est plus entre les mains du candidat, le calendrier est entre les mains des juges. Et ça peut se dégrader avant l'élection, juste avant l'élection. Non, mais là, déjà, il va y avoir une date, ça va être le 22 mars, c'est la Cour de cassation quand même qui va rendre son verdict dans l'affaire des écoutes. Et si elle valide les écoutes, la Cour de cassation, l'enquête est bouclée et on part tout de suite sur un procès. Donc ça peut aller très, très vite. Ça, c'est le premier. Mais Pygmalion, moi, j'ai toujours dit, je crois que j'ai dit sur ce plateau, que c'était la vraie affaire qui peut vraiment le plomber. Parce qu'il a, quel que soit X, une responsabilité juridique en tant que candidat. Et que ces 18 millions, d'ailleurs, la mise en examen... Mais les écoutes, c'est plus gênant, parce que c'est des écoutes. Non, oui, sur la deuxième partie, il est en témoin assisté, mais il n'est pas mis en examen. Il a été mis en examen il y a 4 jours. Oui, mais pas sur Pygmalion. Non, justement, il est sur une affaire annexe. Sur une affaire annexe qui semble quand même moins grave, puisqu'elle avait d'ailleurs été jugée par le Conseil constitutionnel. Non, c'est toujours
ce qui est intéressant aussi, non, mais c'est grave de dépasser ses comptes de campagne en France. C'est très grave. C'est très grave, mais en même temps, tout le monde l'a fait. Vous savez bien. Vous connaissez bien la polémique. Ah si, vous connaissez bien la polémique. Pas pris alors. Excusez-moi, avec M. Dumas qui avait fermé les yeux sur les campagnes précédentes. De M. Chirac, de ce qui semble être un truc de droite, quand même. Bah non, mais de tout le monde les a dépassés. Enfin bon, bref. C'est un autre débat. Mais moi, surtout s'il est mis, là, il est mis en examen. Si Nicolas Sarkozy ne se présente pas à la primaire à droite, est-ce que ça va complètement redistribuer les cartes pour l'élection présidentielle, comme finalement l'affaire DSK, un an auparavant, avait redistribué les cartes également? Naturellement, s'il ne se présente pas à la primaire à droite, ça redistribue toutes les cartes. Bien sûr, ça ouvre d'autres perspectives à tout le monde. Mais je pense personnellement que ça ne l'empêchera pas d'y aller. Oui. Je pense même qu'il peut trouver un avantage à nouveau à se victimisé, à se dire harcelé par la justice, harcelé par les médias. Et dans le fond, une mise en examen, ça a été dit, ce n'est pas une accusation. Et je vous rappelle tout de même que quand M. Cambadélis lui fait des reproches, quand M. Cambadélis a été condamné à de la prison avec sursis, comme l'a été M. Jean-Marc Ayrault, qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, comme l'a été M. Juppé, qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, comme l'a été M. Harlem Désir, qui a été condamné à de la prison avec sursis. Donc vous vous rendez compte que même condamnés, ces hommes politiques reviennent dans le circuit. Et non seulement reviennent dans le circuit, mais prennent des hautes responsabilités. Donc, quelqu'un qui est mis en examen, cela n'influe pas, me semble-t-il, sur son parcours politique. La seule chose qui puisse derrière, en effet, c'est qu'il puisse être convoqué en correctionnel dans l'affaire, si l'affaire des écoutes est validée, alors même qu'il est en pleine primaire. Alors là, ça peut faire désordre. Et en même temps... un procès alors qu'il est en pleine primaire, c'est quand même... Oui, ça paraît gênant, en effet. Oui, je suis d'accord avec vous. Je dis rien, c'est une petite analyse. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ça peut accentuer également son côté victime et son côté Robin des Bois, s'il veut jouer là-dessus. Moi, je crois qu'il faut d'abord attendre mars, la décision. Et puis après, je pense que Nicolas Sarkozy est un homme qui est bon dans l'adversité. Il est bon, il devient pugnace, il devient bon politiquement, même quand il est confronté à des difficultés. C'est les sarkozystes qui disent ça, Patricia. Non, mais nous, tous les journalistes le disent. Non, mais c'est vrai, tous les journalistes plus il a des problèmes. Mais c'est vrai, c'est des faits. Donc, le tout, c'est de savoir si ces derniers événements, si jamais il y a un procès, ça va réellement le déstabiliser. Moi, non, mais le déstabiliser intérieurement au point de le pousser à... Non, mais ce qui compte, c'est les électeurs de droite. Est-ce que les électeurs de droite vont le soutenir s'ils pensent qu'il ne peut pas gagner l'élection et qu'il est cramé par les affaires? Le problème est combien d'électeurs de droite on aura aux primaires. Si les primaires ont comme 400 000 électeurs, alors Sarkozy gagnera de toute façon. Si les primaires ont 4 millions d'électeurs, alors ça, c'est c'est la vraie question. Et là, on ne peut pas répondre. C'est la vraie question. C'est qui va voter aux primaires? Est-ce que les Français vont s'investir aux primaires au-delà du parti? Et là, effectivement, on ne peut rien dire. Donc on revient 5 ans en arrière. Sarkozy, Hollande, Le Pen. Ça c'est dramatique, bien sûr. Et on tourne en malheureusement, avec quand même. Malheureusement, on n'en sortira pas, sauf si effectivement Sarkozy renonce. Et dans ce cas-là, ça peut peut-être ouvrir des perspectives sur d'autres candidats. Mais pour l'instant, on ne voit pas qui. Peut-être que Hollande peut renoncer, en effet. Mais bon. Ça serait bien qu'il se passe a priori, on va revivre. On va revivre selon la déclaration. Comme vous dites, qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que. Bref. On voulait parler de Serge. Vanessa, non? On voulait parler. Pardonnez-moi. Candidature Vanessa. Non, il n'y aura pas de candidature de ma part. Moi, je voulais parler de Serge Aurier. Mais certains m'ont dit que franchement, ça valait pas la peine sur ce plateau parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, à part peut-être que voilà, c'était pas très. Ah si, vous avez. Non, on aurait pu, peut-être c'était pas très malin ce qu'il avait fait. Ça, c'est sûr. Allez, en tout cas, il sera convoqué dès lundi par son club, le Paris Saint-Germain, Serge Aurier, après avoir critiqué Laurent Blanc et l'avoir traité de fiotte. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Vous restez avec moi. Il y en a qui tout de suite Anthony Saint-Léger, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce vendredi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Allez, on va reparler du clash entre Donald Trump et le pape François. Oui, alors tout avait bien commencé. Rappelez-vous, en 2013, qu'avait dit Donald Trump après l'élection du pape. Ce nouveau pape est un homme humble, tout comme moi. Bon, il y a toujours de la modestie chez Trump, évidemment. Ce qui explique probablement pourquoi je l'aime autant. Sauf que depuis, il y a eu les propos du pape hier qui n'ont pas plu du tout. Donald Trump n'est pas un chrétien. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le souverain pontife. Des propos relayés par le quotidien New York Daily News qui, en une de vendredi, fait un photomontage de Trump en antéchrist.
Alors, ce clash a fait rire un petit peu les internautes. Hein. Certains nous disent le pape contre Donald Trump, c'est bien meilleur que Batman contre Superman. Et plus sérieusement, eh bien, les républicains, bien évidemment, ont réagi, notamment Dan Scavino, hein, qui gère les réseaux sociaux de Donald Trump et qui tweet cette vue satellite du Vatican entouré de plusieurs enceintes, hein, puisque c'est le cas. Autre réaction, celle de Ben Shapiro, éditorialiste conservateur, qui lui tweet la même idée avec une photo à l'appui. Ils ne sont jamais allés à Rome, on rentre dans le Vatican comme on rentre dans un moulin. Voilà, c'est un petit peu le problème de ces tweets. Alors, justement, ce type de photo a fait dire à certains internautes eh bien, que le pape était tout simplement hypocrite. Hein. Ce sont les termes de cet internaute qui nous dit « Toi d'abord, abat ton mur » ou autre réaction, monsieur Anthony, qui nous dit eh bien, « Quel hypocrite !» Il nous dit que quand on a un mur, eh bien, on n'est pas chrétien. Et lui qui est entouré d'une enceinte. Alors, en France, il y a eu Robert Ménard, hein, qui aime faire parler de lui, qui a tweeté cette réaction. Les chrétiens attendent du pape qu'il défende la chrétienté, pas sa submersion par l'immigration. Alors il a pris fait et cause pour Donald Trump, en opposant chrétienté et immigration, sauf que certes, le pape et Donald Trump s'opposent sur l'immigration de certaines personnes du Mexique vers les États-Unis, sauf qu'il faut faire savoir à Robert Ménard eh bien, que la plupart des Mexicains sont chrétiens et non pas une autre religion, comme il pourrait certainement le penser. Alors, autre réaction en France aussi, eh bien, c'est celle de l'hebdomadaire Marianne, qui lui revient eh bien, sur les autres déclarations qui ont un petit peu été éclipsées par cette déclaration sur Trump, c'est celle sur l'avortement, puisque interrogé sur les moyens de combattre l'épidémie Zika, le souverain pontife a déclaré que certes la contraception pouvait être un moindre mal, mais que l'avortement restait un crime. Et de quoi faire dire justement à l'hebdomadaire Marianne eh bien, que le pape pourrait peut-être s'appliquer ses propres leçons d'humanisme. Et enfin, pour finir sur ce sujet, eh bien certains, c'est le cas du magazine Politico, voient justement cette polémique entre le pape et Donald Trump. Eh bien c'est un petit peu du pain béni, hein, si vous me permettez ce jeu de mots, pour Donald Trump, notamment pour les primaires qui arrivent demain samedi en Caroline du Sud. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup de catholiques républicains qui trouvent le pape un peu trop progressiste, et deuxièmement aussi parce qu'il y a beaucoup de républicains en Caroline du Sud, mais qui sont à majorité évangéliques. Un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est Brexit or not Brexit. Oui, alors avec cette photo hein, qui a été tweetée par le correspondant de la chaîne allemande ZDF à Bruxelles, où l'on voit hein, que les tractations entre David Cameron et Donald Tusk continuent. Exactement, c'est ce qui a été... Voilà, ça fait un petit peu le salut japonais, où chaque adversaire se regarde dans les yeux, mais aucun ne lâchera prise. Alors, autre photo que d'ailleurs tweeté ce correspondant, eh bien c'est l'emballement médiatique, puisque c'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler, les médias les premiers, mais c'est normal, et d'où cette idée eh bien, que la moindre phrase qui pourrait sortir de ce sommet européen, tous les journalistes sont à l'affût. On voit ici le Premier ministre belge Charles Michel. Alors, il y a eu aussi eh bien, cette réaction de Jan-Anthony Noguès qui s'amuse hein, d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni. Le Groenland est sorti de la CE en 1985. Depuis, il ressemble à ça. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des conséquences économiques ces derniers jours, et nos confrères du Parisien se sont intéressés à ces expatriés français. Ils sont 350 000 à Londres, et eux s'inquiètent d'un Brexit. Ils craignent justement eh bien, que le parti anti-Brexit prenne davantage d'importance et de poids. Alors, certains pensent néanmoins que bien, les Britanniques restent attachés à l'Union européenne. C'est d'ailleurs un petit peu le sentiment de ce dessinateur, le dessinateur Baptiste, qui nous dit David Cameron en boîte de nuit, qui critique, qui a regard sur tout, mais qui au final eh bien, voudrait bien y rester. Et je termine juste très vite fait sur ce dessin. C'est un autre dessin qui cumule un petit peu eh bien, les deux, qui explique très bien eh bien, les deux problématiques hein, de ce sommet européen, à la fois la crise des migrants et puis le Brexit. Je veux entrer, je veux sortir. Très bon dessin de Na. Merci beaucoup, merci Anthony Saint-Léger, merci encore à tous les cadres d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, très bon week-end. Tout de suite, le journal sur France 24.